Grande île de la Méditerranée, la Corse a longtemps vécu repliée sur elle-même. L'histoire violente qu'elle connaît au cours des siècles pousse en effet les hommes à se réfugier à l'intérieur de l'île. Les Sarrasins harcèlent le littoral et menacent l'intérieur des terres. Pour se protéger, les Corses construisent sur des promontoires naturels tout un monde haut perché de villages, comme autant de petites citadelles imprenables. Ils accrochent à la montagne, quitte à frôler le vide, leurs maisons rustiques. Le village corse, le paese, c'est celui qui protège. Et c'est toute l'âme de cette île. Beaucoup de ces villages qui ont traversé les siècles se dégradent, parce qu'ils ont été désertés. Comme l'inaccessible Fiumina les Uttane, un village de Castagnic abandonné au début des années 80, lorsque disparaît sa dernière habitante. Fiumina les Uttane, c'est aujourd'hui le quotidien de 4 hommes qui se sont pris de passion pour sauver ce village. Le premier à revenir dans ce village, c'est Jean André, un jeune berger d'une trentaine d'années qui rachète un jour une des maisons de Fiuminal pour y habiter. Il est aidé par Orso, un solitaire qui vit à 1 heure de marche de Fiuminal. Il y a surtout André, le gendarme à la retraite pour qui ce village représente tant de souvenirs. Et enfin Jean-Marc, qui lui est chauffeur sur la plaine orientale. Tous les 4 terminent de remettre en état la petite chapelle du village, l'une de leurs premières restaurations après 3 ans de travail. Et la chapelle, quand on est arrivé, c'était un roncier recouvert de lierre. On a commencé à couper un peu dedans, et jusqu'à ce qu'au fond de la chapelle, on découvre cet autel. Et petit à petit, on découvrait cette maison, et on la voyait, le soleil qui repénétrait à l'intérieur, les murs qui étaient humides et qui séchaient. Et chaque semaine, quand on montait, on la voyait avec un autre œil. Quand tu vois que le clocher, on l'a tout démonté, j'ai pris tout des clichés, on a tout démonté le rocher et on a remonté tout le clocher à l'identique, avec les mêmes pierres. Le village, bon, je l'ai connu dans les années 80, lorsque j'étais encore un enfant. Il était encore en état... C'était déjà dégradé, mais pas à ce point-là. Maintenant, on peut dire que c'est un champ de ruines, ça devient un champ de ruines. Hein. Malheureusement, on ne peut pas tout faire. Hein. Les maisons, pour l'essentiel, elles sont dans l'indivision. Donc... Voilà, là c'est bien dégradé, malheureusement. La faiblesse, c'est de maisons comme ça, enfin, quand c'est le toit, parce qu'il y a tellement de poids avec les louses. Il suffit qu'il y ait une faiblesse, là c'est parti. Bah, ça met du temps, mais là, bon, c'est des maisons qui sont dans l'indivision et vu les travaux qu'il y a à faire, et vu le nombre d'héritiers, personne n'a le courage de se lancer dans la réfection. Et des fois même, ils ne sont pas d'accord entre eux, et ils préfèrent en arriver à ce stade-là, plutôt que de vendre tout à un qui aurait peut-être l'intention de refaire. L'indivision, c'est le drame patrimonial de la Corse. Et combien de maisons comme celle-ci en ruine? Les lois prises en 1801 pour éviter le démembrement agricole de la Corse, et qui continuent à régir le système de succession sur cette île, font que certaines bâtisses ont aujourd'hui jusqu'à 100 d'héritiers, pour la plupart impossibles à identifier. Ces maisons sont alors invendables et finalement vouées à la ruine. Bon, allez, enlève. Ça, c'est celle que
Caccia. Allez, fava. E vedi? Dopo qui tu monti a là. Fa passare la caccia. C'est des choses comme ça qui font que, bon, dans la vie, il y a des amitiés qui ne peuvent plus s'éteindre, quoi. Quand il y a ça en commun. Je sais pas, il y a d'autres personnes qui se rattachent à d'autres... Nous, c'est ça. Nous, c'est... Regarde ici. C'est le palais vert, ici. Hein? Partout où tu regardes, tu n'as que du vert. Il y avait un bandit corse qui se nommait, quand il écrivait à des autorités, il se nommait, et puis il écrivait le roi du palais vert. Et ça voulait dire... Et quand tu vis dans cette nature, tu te rends compte de ce que ça voulait dire. Tu vois, parce que tu n'as rien. Tu n'as que de la montagne, des châtaigniers, des chênes, tu n'as que de ça, Et quand tu es au milieu d'ici, tu es dans un écrin. Depuis 1928, l'hippodrome de Viseu accueille voisins, cousins, touristes, au pied des fameuses aiguilles de Babel. Perché à près de 1000 mètres d'altitude, c'est le plus haut hippodrome d'Europe et le plus fréquenté de l'île. De par leur histoire et leur culture, les Corses sont aussi hérités de l'amour des jeux. Une autre manière de faire la fête et de se retrouver. Loin des touristes et des estivants, les villages redeviennent de petits mondes en marge du temps, comme une histoire figée dans le silence. Quand j'arrive dans un village, je me dis que c'est mon village. Chaque village, je me dis que c'est mon village et que je dois en tirer quelque chose de vraiment convenable, qui soit digne, quoi. Depuis 35 ans, Joseph Orsolini dessine les villages de cette île pour garder trace de cette architecture de pierre, de bois et de terre qui fut un modèle d'existence pendant des siècles. C'est l'histoire des hommes, avant tout. C'est-à-dire que j'imagine toujours que chaque maison s'est adossée à l'autre, s'est appuyée à l'autre en fonction d'un esprit, d'un état d'esprit. Et ça a créé systématiquement, en longueur d'année, en longueur de siècle, au fil du temps comme ça, une architecture puissante. Architecte de formation et ancien conseiller du Parc naturel régional de Corse, Joseph Orsolini a déjà réalisé plus de 2000 dessins pour mettre en mémoire l'art de vivre des siècles passés. C'était en janvier, il faisait très froid. Son travail est unique et témoigne de la culture et de l'identité corse qui s'exprime dans cette architecture populaire. C'est un bel ensemble, Morosalia, un bel ensemble. Et puis encore intact. Ces villages, donc leur première qualité, c'est d'être digne, donc simple. C'est cette simplicité qui fait cette force. D'ailleurs, les voyageurs toscans et lombards,
XIVe, XVe siècle, lorsqu'ils venaient en Corse, ils étaient surpris par la qualité des murs des maisons. Eux qui avaient vu tant de lumière, qui avaient vu tant de richesses ailleurs, ont été surpris, tous étaient surpris par la qualité des murs des maisons. Au siècle dernier, les Corses délaissent la montagne pour les grandes villes du littoral. Bastia, c'est la ville génoise par excellence, la citadelle de l'ancienne République italienne, qui fut longtemps la capitale militaire et économique de la Corse. Ville fortifiée aux allures italiennes, Bastia est avant tout un port, l'un des plus importants de la Méditerranée, avec plus de 2 millions de passagers par an. Capitale de la Corse du Sud, Ajaccio est la cité impériale qui vit naître Napoléon Bonaparte. Au XIXe siècle, cette ville est une villégiature à la mode qui attire la bourgeoisie de toute l'Europe. Toutes les villes qui naissent sur le littoral sont d'abord des citadelles ou des places fortes construites par les Génois. Comme Calvi, cette puissante citadelle jamais conquise, malgré les nombreux assauts menés par les Français et la flotte britannique. Tout autour de la Corse, la République de Gênes a édifié patiemment tout un système de défense pour protéger son littoral. 90 tours de guet, placées sur des promontoires naturels, sont construites pour prévenir de l'imminence d'un danger qui viendrait de la mer. On craint essentiellement les pirates, enfin les tours de guet, c'est ça. C'est donc les flottes de pirates qui sont l'ennemi principal. Quand toutes ces tours-là étaient en place, ça formait un réseau qui pouvait, d'une tour à l'autre, arriver à se communiquer des messages. Mais ce n'était pas le but principal. Le but principal, c'était d'avertir les populations autour. Et puis on appelait et on sonnait le coulombe. Le coulombe, c'est la conque marine qui permet, en soufflant dedans, de faire un son qui est assez puissant et qui permet d'avertir les populations alentours. L'histoire de la Corse, c'est plus de 3000 ans de résistance aux envahisseurs venus de la lointaine Germanie, Vandales, Ostrogoths, mais aussi Sarrasins, Turcs, Maures et autres barbares apportant avec eux la désolation. Ces multiples invasions vont forger le caractère du Corse, qui se bat depuis toujours pour son île et les siens.
L'une des processions la plus renommée de Corse, c'est celle de Casamacciole, dans la vallée du Niol. Ils chantent gloire à la Vierge, tout en réalisant une spirale. C'est la Granitola, une procession en forme d'escargot qui se resserre, se retourne. C'est le symbole du passage des saisons et de la vie et de la mort. D'origine païenne, elle remonte à des temps très anciens. Marie, la vraie souveraine de cette île. La reine qu'ont choisi les Corses en 1730 pour se mettre sous sa protection. Une approbation religieuse à la guerre contre les Génois. C'est un peuple profondément croyant qui va construire églises, couvents et chapelles sur tout le territoire de cette île. L'histoire religieuse de la Corse remonte au VIe siècle, lorsque le pape proclame cette île terre du Saint-Siège. La présence chrétienne va ainsi marquer profondément la culture et les paysages de l'île tout entière. Et de nos jours, la Corse est la région de France qui compte le plus d'édifices religieux. Le sommet de l'art religieux en Corse, c'est le baroque, qui va enrichir la plupart des églises et qui s'impose au XVIIIe siècle. C'est l'objet de la plupart des restaurations sur lesquelles travaille Eva Paoli, une Polonaise restauratrice d'art qui a élu domicile sur cette île il y a une trentaine d'années. C'est vrai qu'on dit toujours 18e, baroque et tout ça. Mais c'est vrai que 18e siècle, quand on se promène un peu en Corse comme moi depuis quelques années, et tu vois, 18e, il est quand même assez présent. Moi, je pense que c'était une période aussi qu'il y avait des moyens. Des moyens, parce que les églises, on ne construit pas quand il y a les guerres, on ne construit pas non plus quand on n'a rien à manger. Donc, on construit seulement dans les périodes qui sont un peu... où on a quelques moyens pour pouvoir dire, tiens, on va embellir notre église, on va l'agrandir, parce qu'on peut. Les principes d'une restauration, c'est retrouver les décors anciens et pas les abîmer. Et évidemment, quand on a tant de mètres carrés, ça peut paraître un peu idiot de nous voir avec nos scalpels, mais malheureusement, il n'y a pas d'autres moyens. On voit bien que les anciens peintres décorateurs ou de stucateurs, il avait des moyens quand même assez petits, mais il avait une maîtrise énorme de la matière. Architecture de l'exubérance, les églises se parent de tableaux et de fresques. Des notables jusqu'aux plus humbles paroissiens, groupés en confréries, participent à cet élan de foi qui va dominer la Corse à partir du Moyen-Âge. Ce sont des trésors d'architecture que l'on découvre au détour des chemins. Au XVIIIe siècle, la Corse devient française contre son gré. De nombreux insulaires fuient les persécutions politiques de la France, la pauvreté et la faim. Du Cap Corse, les migrants s'embarquent pour un autre bout du monde, l'Amérique du Sud et ses riches plantations. Ils s'installent au Venezuela, à Porto Rico, au Pérou, en Bolivie, où ils font fortune en quelques décennies. Lorsqu'ils rentrent au pays,
Ils construisent des demeures aux allures de palais. Ce sont les palazzi des gloires anciennes, les maisons d'Américains. Et tu sais, la première fois que je suis allé à Ciudad Bolívar, au Venezuela, c'est près de Carúpano, les gens parlaient corse. Ah oui? C'était en 1960. Ils parlaient corse. C'était la langue Quotidienne. quotidienne. Incroyable. Hein? C'est une grande influence de ces petites îles dans la... Voilà, et de la famille Franceschi. Vincent Franceschi émigre en 1830 à Porto Rico. Il investit dans le cacao et en quelques années fait fortune. Quelques décennies plus tard, lorsqu'il rentre au village, il construit cette maison dite d'Américains. Tout un esprit jusque dans le mobilier venu du bout du monde. En 1869, 3 ans après la construction de Oui. la maison. Et daté de Pino. Une histoire qui passionne Enrique Vivoni, un professeur d'architecture de l'université de Porto Rico et lui-même arrière-petit-fils d'un Cap-Corsain. Depuis plus de 6 ans, avec des élèves en architecture de son université et de l'école polytechnique de Porto Rico, il documente les 170 demeures du Cap-Corse en effectuant tous les relevés des façades et des pièces de ces riches demeures qui sont toujours restées aux mains des familles. C'est un véritable palais, hein, un palais corse américain. Et c'est un plan carré avec un toit de 4 pans, et 2 étages, et plus le rez-de-chaussée. Au centre de la maison, c'est le salon, le grand salon. Et à côté, normalement, sont des habitations, des chambres. C'est aussi Pier Battistini qui a fait fortune à Venezuela. Il a dit à mon grand-père dans une lettre, je vais construire mon petit maisonnette. C'est un véritable palais incroyable et bien conservé aussi. C'était ce côté un peu prétentieux, je dirais, pour montrer qu'on est parti tout petit et qu'on revient riche et qu'on a réussi et qu'on fait bénéficier toute la famille et toutes les familles apparentées des richesses de l'Amérique du Sud. Et ensuite, quand on revient au village, on fait construire, comme mon ancêtre, il a créé des sources, il a créé un lavoir, il a créé une chapelle. Et donc on fait travailler à la fois les artisans pour construire, et puis les jardiniers pour la vigne, l'olivier et, comme tu disais, les jardins. La richesse de ces palais se trouve aussi dans ses jardins. Celui de la maison Pichon est entièrement construit sur de la roche, à main d'homme, pour d'innombrables terrasses d'oliviers et de citronniers. Les cousins du Nouveau Monde ont aussi édifié leur propre chapelle funéraire, des monuments pour reposer dans leur village, face à la mer. La Corse ne s'offre pas facilement au premier voyage. Tellement vaste, tellement variée. C'est l'île des paradoxes, faite d'imposantes cités sur le littoral, de sommets exposés à tous les vents, d'autant de gorges, de rivières, de vallées que de villages perchés. Chacun, s'il accepte de s'y donner passionnément, peut ainsi se créer son propre voyage. Il sera toujours unique.